Bonjour au Conspiratorium. Ici, nous avons deux présidents africains, deux panafricanistes. L'un, le soldat, il est pro-oriental et l'autre, le civil, il est pro-occidental. Nous allons en parler dans cette vidéo. Deux politiques différentes, deux méthodes différentes, deux attitudes différentes. Tous deux aiment leur pays et nous verrons qui fait mieux. Voilà, c'est ce que nous allons faire dans notre vidéo d'aujourd'hui. Nous parlerons de Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC. Avant cela, spéculons un peu. Il y a des gens qui, on dirait qu'ils s'attirent des malheurs. On dirait qu'ils sont artisans de leur propre malheur. Vous savez, Félix Antoine Tshisekedi a eu la chance d'être le président du peuple congolais et il est si aimé par son peuple que malgré tout ce qui se passe au pays, son peuple lui reste attaché, lui reste fidèle. Évidemment, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a jamais eu mieux que Tshisekedi en RDC. Je vais choquer les gens, ceux qui pensent que Mobutu a été le meilleur président de la RDC. C'est faux. Mobutu a été le début des malheurs de la RDC. Et sa fameuse cohésion nationale n'était rien d'autre que le concours des circonstances des conflits entre l'Ouest et l'Est, entre le bloc capitaliste et le bloc contre le bloc communiste. Alors, comme les capitalistes l'utilisaient, ils l'ont protégé. Et ils ont protégé son pouvoir, ses frontières. Et avec ça, il nous a vendu son pouvoir, il nous a vendu son savoir-faire qui n'en était pas un. Il n'a pas développé le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a construit le BCZ. C'est un grand immeuble à fenêtres fermées qui se trouve dans Kinshasa et qui était à l'abandon faute de climatisation. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, il a construit le pont Maréchal. Ça a coûté une fortune au Zaïre. Une fortune au Zaïre. Le pont Maréchal, resté là, exige beaucoup d'investissement dans l'entretien. Il a construit le barrage Inga, qui n'a jamais servi la nation. Le barrage Inga est là, il ne sert pas le pays. Il n'apporte pas du courant aux Congolais. Et il tombe en décrépitude, il faut investir maintenant beaucoup d'argent pour le mettre à profit. Quoi d'autre qu'il a fait? Le stade Camagnola, oui, il avait commencé, il ne l'a pas fini. Qui est venu le finir? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Tant mieux, c'est tout ce qu'il nous a fait. Oui, le palais du peuple. Oui, le palais du peuple. Est-ce que vous pensez que quand on fait 32 ans au pouvoir, un pouvoir non partagé, sans opposition, et avec le tissu économique fonctionnel qu'avaient laissé les Belges, les usines qui fonctionnaient à pleine capacité, à plein régime, Gécamine, les mines de Kilomoto, la Sominki, la sucrerie de Kiliba, la sucrerie de Kwilingongo, le mine d'or de Kilomoto, on avait le Kamoto, nous avions
la Sodimisa, nous avions toutes les banques qui fonctionnaient, le BCZ, la Banque du Zaïre, la caisse d'épargne. Nous avions tellement tout qui fonctionnait. Et les routes qu'on lui avait laissées, tout était fonctionnel. L'hôpital Mamayemo, qui était fonctionnel, les universités, tout était fonctionnel. Quand Mobutu prend le pouvoir, le pays roule sur le rail. Il n'avait qu'à améliorer la qualité des rails, mais il a laissé les rails tomber en morceaux, le train tomber en morceaux et tout arrêter. L'Amiba fonctionnait, non? Il n'y en avait plus. Le cobalt. Tout ça, Mobutu a reçu et Mobutu nous a donné Bisengimana Rwema à la présidence, qui lui, Bisengimana, nous a rempli le pays de Rwandais qu'il a placé partout au pays, en des postes clés et en formation, tout ça, même jusqu'aux Nations Unies. Quand on avait un poste alloué au Zaïre, c'était un Rwandais qu'on envoyait occuper ça. C'est ainsi que nous avons des soi-disant Congolais qui sont partout dans les Nations Unies, mais ce sont des Rwandais et qui sont pour la cause du Rwanda. Alors, c'est sans prétention que je peux dire que Tshisekedi, vraiment, avec le peu de temps qu'il a été au pouvoir, quand je dis peu de temps, vous allez me dire, il a déjà fait 6 ans et plus. Non. Considérez que quand il prend le mandat, il fait d'abord 2 ans. 2 ans de guerre interne contre le FCC. Il ne fonctionne pas du tout. Puis arrive 1 année et demie de Covid. Ça fait déjà 3 ans et demi. Après, il passe encore 1 année à faire, à monter cette union sacrée comme vous voulez. Les élections arrivent. Je peux dire que c'est la première fois dans cette deuxième mandature, c'est vraiment la première fois qu'il commence à diriger le pays. Mais tout d'un coup, il a une guerre incroyable à l'est du pays. Une guerre incroyable. Tout ce que le pays a, donc les maigres moyens, tout ça, ça doit aller à la guerre, à l'effort de guerre. Et dans l'entretemps, il y a plus de 100 millions de citoyens auxquels il faut veiller. Il y a des routes à construire, des ponts à construire, des écoles à construire ou à maintenir, des hôpitaux, tous les problèmes. Donc, tout ce qui fait l'État, il faut que ça fonctionne. Mais aussi, dans tout ça, le plus gros malheur de Tshisekedi, c'est un peu son amorphisme, un peu. On dirait qu'il est un peu amorphe. On ne peut pas être président d'un pays aussi mal en point comme la RDC et se montrer faible. Dire, ok, je délègue et je laisse là. Alors, moi j'ai déjà délégué, les gens doivent faire leur affaire, ce n'est plus ma tâche, moi j'ai déjà délégué. Ah non, la Constitution ne me donne pas le droit de gouverner car c'est le Premier ministre qui gouverne. Alors ça, c'est l'affaire du Premier ministre. Il va s'arranger avec le Parlement. Vous voyez, le Parlement, celui qui est là à l'Assemblée nationale, c'est Vital Kamerhe qui ne travaille pas pour le gouvernement. Par contre, il travaille pour sa poche et celle de ses amis et des députés. Au Sénat, nous avons Samalou Kondé, l'ancien Premier ministre, qui n'avait rien foutu pendant qu'il était Premier ministre. Et là, il est au Sénat. Tout ce qu'il prierait, c'est que vraiment Tshisekedi tombe pour que le président du Sénat puisse régner. Alors, Tshisekedi, dans tout ça, au lieu de se dire oui, j'étais voué pour la démocratie, je voulais bien la démocratie, mais chaque pays a sa forme de démocratie et la forme de démocratie qu'il nous faut en République démocratique du Congo, ce n'est pas une copie conforme de ce qui se passe en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, qui sont des vieilles, très vieilles institutions démocratiques, mais je dois adapter notre démocratie aux réalités du pays. Il y a le désordre, je m'impose pour l'arrêter. Il y a
la corruption généralisée et profonde, je m'impose pour l'arrêter, j'arrête les gens, tout ça. Il y a une trahison dans l'armée qui ne dit même plus, ça se voit. Alors, je dois me montrer très, très difficile avec le corps armé. Tout ça, c'est comme si il abandonnait tout. Faisons confiance aux Congolais. Regarde aujourd'hui tout ce qui se passe avec Jules Alinguete, avec Nicolas Kazadi. Nous avons des confrères qui en parlent chaque jour. Vous n'avez qu'à les écouter pour connaître tous. Vous le savez. Tout ça, ça ne peut pas aider le pays. Dans l'entretemps, à l'Est, ça continue à chier. Une grosse partie du pays est entre les mains des étrangers, le Rwanda. Nous avons des Wazalendo qui veulent se battre, on ne leur donne pas les moyens de se battre, on ne les organise pas comme il faut. Les uns vont à gauche, les autres à droite, les uns qui attaquent le matin, les autres qui attaquent le midi. Donc c'est vraiment du méli-mélo. Et c'est là que ça nous conduit à les comparer, les deux. Le Burkinabé, Ibrahim Traoré, et le Congolais, Félix Antoine Tshisekedi. La comparaison n'est pas raison, dit-on. On n'a pas les mêmes circonstances objectives dans les deux pays. Il y en a un qui n'a jamais connu tous les problèmes que l'autre a connus, donc le Burkina Faso n'a pas connu tous les problèmes, les invasions que la RDC a connues. Le Burkina Faso a été quand même assez bien organisé avec une petite population. La RDC a été complètement jetée dans la rue par différents dirigeants qui ont précédé Félix Antoine Tshisekedi. Il arrive au pouvoir, il refuse de sortir les griffes, il pense que ses confrères, parce qu'ils l'aiment, ils vont changer par eux-mêmes. Au lieu d'imposer la discipline que veut le citoyen, vous pouvez voir, par exemple, quand on voyait les policiers de Kinshasa imposer la discipline routière, comment la population aimait voir cela. Mais du coup, on a affaibli cette police et tout. Dans Kinshasa, vous regardez les embouteillages, vous regardez ce qui cause les embouteillages, surtout ce qui cause les embouteillages. Vous vous dites, mais ça c'est quel pays? Est-ce qu'il est à l'abandon? Parce qu'il suffit que ceux qui dirigent le pays respectent le code, juste eux le respecter, ça rend la tâche facile à la police et tout va marcher, juste pour la circulation. Il suffit maintenant, pour la corruption, que les dirigeants soient sévèrement punis pour la corruption, pour que les deniers publics ne soient pas dilapidés, que les fonds publics ne soient pas détournés, et que le pays montre ce muscle. Traoré, j'étais surpris quand il a parlé dernièrement avec le président russe Vladimir Poutine. Il parlait des exportations de son pays. Il parle de la mangue, le fruit, la mangue. Il dit qu'avant, ça devait passer par la Hollande et un autre pays, mais maintenant, ils sont en train d'établir une voie par laquelle ça va aller directement de Burkina Faso à la Russie. La mangue.
Pendant que, quand vous allez au Congo là-bas, sur la route qui amène vers Matadi, il n'y a que d'arbres, de mangues, de grosses mangues qui tombent, qui mûrissent sur l'arbre, qui tombent, pourrissent partout. Moi, j'ai été là-bas car je vendais les oignons. J'allais acheter les oignons à Sanzikwa. C'est un village passé Kasangoulou là-bas. Là. J'allais acheter les oignons et je les amenais à Kandakanda. Je venais acheter ça, vendre ça à Kandakanda. Je ne sais pas si ça continue à être de même parce que ça fait depuis 93 que je n'ai pas été au Congo. Alors, bon, d'une façon, je n'ai pas été au Congo de manière à m'y installer. J'ai fait quelques crochets là-bas, mais pas vraiment grand-chose. Alors, vous allez trouver que si nous, on pouvait prendre seulement les oignons qui sont produits chez les villageois là, des Sanzikwa, encadrer ces villageois là et bien encadrer ce commerce, nous avons une grosse culture d'oignons qui va non seulement remplir le pays, mais aller à l'exportation. Ces mangues qui pourrissent, j'ai même vu que c'était pareil au Kasaï. Quand j'étais dans le Kasaï, je voyais à perte de vue sur toutes les routes des gros manguiers dont les fruits étaient si gros que ça ne pouvait même pas supporter leur propre poids, ça tombait. Quand ça arrive à maturité, c'est partout par terre que c'est plein de mangues qui pourrissent pour rien. Or, on pouvait bien exploiter ça, en faire du jus et les amener à l'exportation. Le Sénégal produit de l'arachide et ça apporte énormément de devises pour le pays. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Beaucoup de pays n'ont pas les mêmes ressources que la RDC. La RDC a tout. Même dans les zones où il n'y a pas les forces rwandaises, il y a trop de minéraux, mais on ne parvient pas à les exploiter. Et quand c'est exploité, il y a des détournements qui vous rendent un peu fou. Et je comprends pourquoi les gens, non seulement qu'ils ne respectent plus les Congolais, mais ne les aiment même plus, les méprisent. Les gens ne se précipitent pas à aller étudier dans les universités congolaises à cause de la corruption. Le corps enseignant est corrompu. Il faut payer, il faut les monnayer ses études, il faut plutôt monnayer sa réussite. Donc pour réussir, il faut payer, corrompre les professeurs. Et ainsi, nous avons des gens qui peuvent avoir des diplômes de maîtrise, de doctorat, mais qui ne sont pas si convaincants que ça. Ibrahim Traoré arrive dans un pays qui était sous l'emprise du terrorisme pendant plusieurs années, avec des forces étrangères pleines de balles qui viennent pour combattre le terrorisme. Il se dit non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il voit que plus il y a ces forces étrangères, plus le terrorisme prend de l'ampleur. Il les met dehors, avec des moyens maigres, lui et sa petite armée s'organisent, ils traquent les terroristes, ils mettent le terrorisme hors d'état de nuire, en si peu de temps. Pendant que la RDCL a ces terroristes depuis les années 2000, début 2000, jusqu'à aujourd'hui. Les terroristes ont même pris une partie du pays. Le gouvernement ne peut même pas y faire quoi que ce soit. On va acheter des drones de reconnaissance et d'attaque à la Chine. Que fait la Chine? La même Chine va vendre des systèmes anti-drones, des systèmes de brouillage des signaux des drones à la Chine. La Chine va vendre ça au Rwanda.
Parce que quand les Rwandais vont acheter, ils disent, nous voulons des systèmes pour descendre ces drones-là. Les Chinois ils disent, voici les systèmes contre les mêmes drones-là. On les donne au Rwanda. On les vend au Rwanda. Le Rwanda paralyse les drones congolais. Voilà, on veut en acheter d'autres. De la part de la Chine. Nous pouvons dire que ce n'est pas honnête de la Chine. Non, la Chine fait du business. La Russie est amie à l'Inde et la Chine. La Russie vend des systèmes de défense à la Chine, vend des systèmes de défense à l'Inde. Pendant que ces deux pays sont antagonistes. C'est les affaires. Mais dans tout ça, la Russie fait tout pour que ces deux pays ne puissent pas s'affronter. Nous, la Chine ne l'a pas fait. Pendant que la Chine a ses intérêts miniers chez nous, la Chine ne nous a pas défendus. Nous demandions à Tshisekedi d'aller vers les Russes, puis tout d'un coup, Tshisekedi voit que les Russes n'ont pas pu protéger la Syrie. Et la Syrie est tombée entre les mains des djihadistes. Tshisekedi a compris que ça ne valait plus la peine d'aller là-bas. Oui, dans un sens, il a raison. Mais dans l'autre, il a tort. Parce que s'il l'avait fait bien avant, comme les Syriens avaient appelé les Russes du temps où la Syrie avait failli tomber avant, les Russes sont venus et ont sauvé la Syrie. Après quoi, les Syriens n'ont pas pu continuer à se renforcer eux-mêmes et sécuriser leur pays. Les Russes étaient concentrés à la guerre en Ukraine. Quand les ennemis de la Syrie se disent c'est maintenant qu'il faut frapper. Et ils ont frappé, la Syrie était à découvert. Les généraux syriens avaient déjà goûté à la corruption. On leur a donné juste un peu d'argent, ils ont laissé leur pays tomber. Exactement comme nos généraux à Goma et à Bukavu. Quand il y a un laisser-aller, c'est ce qui arrive. Le président Trump, quand il a vu combien Ibrahim Traoré était fort dans son pays, parce que Trump croit à la force. Les empires croient à la force. A vu un homme fort et il voulait en faire son allié. Il a invité Traoré. Pendant que Traoré ne lui a rien demandé, Traoré ne lui a rien donné. Il a invité Traoré à la Maison Blanche, Traoré a dit non. En même temps, Tshisekedi, lui, voudrait jour et nuit, à genoux presque, qu'on l'invite à la Maison Blanche. Il n'a jamais été invité. Ça fait 2 mandats de Trump. Et entre les deux, le mandat de Biden. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas en Tshisekedi un homme fort. Le pays semble être à la dérive, le désordre, la saleté, tout tombe en morceaux. On construit dans les immondices des immeubles de luxe, de gros immeubles, mais ça donne quoi quand on trouve qu'on est dans la boue, dans les déchets, dans le désordre? Nous pouvons dire qu'il a eu le mérite d'avoir amené le budget national de 4 milliards à 18 milliards. Oui. Mais il aurait suffi d'un sérieux de plus pour que ça arrive à 30, 50 milliards aujourd'hui. Et plus même. Alors on voit tout ça, ça n'inspire pas confiance à ces gens-là qui aiment la puissance. Ils savent que Tshisekedi veut implanter la démocratie, mais ils se disent eux-mêmes, là chez eux, ça c'est du désordre, ce n'est pas la démocratie, parce que la démocratie, il faut la regarder aux États-Unis. Comment ils sont coriaces là-bas. Il faut la regarder. En Angleterre, comment ils sont coriaces là-bas.
Regardez ici au Canada, ils sont coriaces ici. Tu détournes juste un peu, tu es cloué. Tu voles juste un peu, tu es cloué. Pas de blague. Tu es en train de rouler sur la route. Tu le vois entre les voies comme ça sur la route, la police t'arrête et tu es foutu. Juste donner des petites affaires comme ça, là, ça fait comprendre que ceux-là qui ont des démocraties croient à la force. Chez nous, ils ont leurs ambassadeurs là-bas qui leur donnent la situation réelle, quotidienne. Ils disent non, ici c'est du n'importe quoi. Toutes ces affaires-là, toutes ces affaires à Linguette, Nicolas Kazadi, c'est vraiment en temps réel que ces pays-là le suivent. Les Américains veulent venir chez nous. Oui, peut-être qu'ils vont finir par venir. Et nous espérons qu'ils vont venir. Nous voulons qu'ils viennent. Quand ils vont venir, vous avez appris qu'ils viennent avec les moyens de sécurité. Mais lesquels? Ce n'est pas l'armée américaine qui vient. Ils envoient des petites armées privées. Des gens qui ne viennent pas avec les règles d'engagement d'une armée structurelle, une armée classique. Donc, c'est des formes de Wazalendo de ces pays-là qui viennent pour sécuriser leurs intérêts strictement. Ils vont se mettre le long des corridors de conduite des minerais ou des mines où ils sont en train d'exploiter et les sécuriser. Ailleurs, ils ne vont pas s'en mêler, ce n'est pas leur affaire. Et si le pays tombait, eux ne changent rien. Ils continuent le business avec celui qui vient. Regarde un pays comme le RDC qui donne aux Américains l'accès à tous les minéraux du pays et demande la sécurité. Mais les Américains sont en train de nous faire marcher. C'est eux qui vont nous faire signer ce qu'ils donnent. Pendant que c'est nous qui donnons nos minéraux. Ils accommodent le Rwanda dans tout ça. Pendant qu'ils pouvaient juste dire au Rwanda, allez, out. Nous venons faire des business au Congo. Allez, vous allez dehors. Et les Rwandais vont partir la queue entre leurs jambes et sortir. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des citoyens tels que nous sommes. Des corrompus, des sans morale, sans éthique, sans personnalité, sans force de caractère, des corrompus, des pourris. Par contre, ils respectent les Rwandais, c'est pour ça qu'ils cherchent par tous les moyens à aider les Rwandais à tirer leur épingle de ce jeu. Ils respectent les Rwandais. Pourquoi? Pendant que le Rwanda, c'est une dictature sanguinaire incroyable. Parce qu'il y a du sérieux là-bas. Il y a la discipline. Au Burkina Faso, il y a la discipline. Il y a du sérieux. J'ai vu hier... vous connaissez ce blogueur là très populaire qui s'appelle Wade Maya ou bien Ade Maya. Je l'ai écouté, il est allé au Burkina Faso, il voulait rencontrer le président Traoré, mais il n'a pas eu cette chance-là. Mais il a fait quelques petits reportages. Des usines, ils en ont déjà deux, de production de tomates. Même si c'était un pays comme la RDC, ce serait comme une goutte dans l'océan. Mais pour leur pays, c'est énorme. Et c'est strict. C'est strict. Il faut voir comment le citoyen est impliqué. On ne voit pas du désordre, on voit tout est propre, bien aligné, bien foutu. Ce n'est pas le cas au Congo où c'est toujours de la merde, toujours du désordre. Ça va à gauche au lieu d'aller à droite, au lieu d'aller à droite, ça... Ah non. Vraiment, on ne comprend rien au Congo.
Et des millions, des milliards qui sortent, des millions, des milliards qui sortent, qui disparaissent. Le président Tshisekedi ne détourne pas. Il n'est pas détourneur. Il s'assure qu'il détournerait un seul sou, un seul dollar. On lui tomberait dessus par tous ces internationaux, surtout l'Union européenne qui en veut à cet homme-là. Ils allaient tout faire. Je vous assure que jour et nuit, on cherche partout, partout où l'avoir. On check, on creuse, on ne trouve rien. Je vous assure, c'est un immaculé cet homme-là. Mais sa faiblesse de caractère n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il faut qu'il puisse sortir un peu de la griffe. Les jeunes burkinabés se sont organisés en vigile. La nuit, les burkinabés dorment dans les rues à surveiller leurs rues parce qu'ils veulent protéger leur président. Et le coup d'État échoue à chaque fois grâce à ces citoyens-là qui remarquent ce qui ne va pas et signalent les services appropriés qui interviennent. Au Congo, la population ne le fait pas. Et même si la population signalait les autorités, ce sont les mêmes autorités qui vont tout faire pour détourner l'attention d'autres autorités afin que le mal réussisse. On ne peut pas concevoir qu'un Burkinabé puisse laisser son pays aux étrangers. Trahir, on ne conçoit pas. Prenons l'exemple. Il y avait eu un certain ministre, là, vous vous rappelez, celui à qui on avait donné, proposé une valise d'argent. Il a dit à ses autorités ce qu'on venait de lui dire, le contact qu'on venait de faire, lui, les autorités ont permis que ça aille jusqu'au bout. Et on a même livré la valise d'argent à ce ministre-là, qui a amené ça où? À la caisse de l'État. Ils ont eu des devises qu'ils n'avaient pas. Dernièrement aussi, on a soudoyé un garde du corps pour qu'il puisse flinguer son président de la République. Le garde du corps a rapporté ça auprès de son président, auprès des services spécialisés. Au Congo, là, c'est le Congolais lui-même qui irait voir les gens pour qu'ils puissent flinguer son président et le payer. Tout ça est dans le chef du chef et dans les prérogatives du chef, dans les prérogatives du chef. Quand un chef est sérieux, quand un chef est sévère et qu'il mette tout le monde sur le tout droit, le peuple respecte ça et le peuple l'aide. Au Congo, nous avons les Wazalendo. À l'est, là-bas, là, le gros des Wazalendo, ce sont les Babembe d'abord, suivis des Bafuliru, des Barega, les Bavira et les autres tribus. Mais les Babembe là, les Babembe jurent par Tshisekedi, il prendrait, il se dit, je vais prendre 40 000 jeunes Babembe dans l'armée des FARDC et les former, il va avoir une armée redoutable. Il ajoute 40 000 Bafuliru, il ajoute 40 000 Barega, il ajoute 40 000 Bavira. Je vous assure que c'est une armée invincible qu'il vient d'avoir. Ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas soutenus vraiment. Mais regarde comment ils sont en train de se battre et ils jurent par Tshisekedi. Ils ont la photo de Tshisekedi partout. Vous ne les écoutez pas sur TikTok dans leurs discussions? Ça va vous étonner. On dirait qu'on a tatoué sur leur cœur Tshisekedi.
C'est le type de Burkinabé. Nous avons créé ici, nous avons des gens qui veulent organiser les Ouazalendo pour chasser les Rwandais de Bukavu. On crie, on crie, on crie, on crie, puis on passe des coups de téléphone, on parle aux gens, ils disent oui, nous allons parler, et il n'y a rien qui se fait. Trump respecte tellement, et il veut tellement Traoré, qu'il l'invite, sans que Traoré n'ait fourni aucun effort, prêt à tout donner à Traoré. Traoré dit, niet, je ne vendrai pas mon âme. Tshisekedi, lui, il donne tout. On ne le regarde même pas. Il arrive même dans les États-Unis. Le président Trump ne le cherche pas. Ça se voit. Ça dit comment on nous voit, malgré tout ce que nous faisons. Trump, dans sa première mandature, avait rencontré Kagame 2 fois, je pense. Les photos sont là, vous les voyez. Pourquoi? Le sérieux, c'est qu'il entend de l'homme. Il s'en fout que ce soit un dictateur qui a même envahi le pays, la RDC. Ils sont en train de tout jeter contre la Russie parce que la Russie a traversé les frontières vers l'Ukraine. Pour de bonnes causes d'ailleurs. Mais la RDC qui se défend contre le même type d'action, on ignore la RDC, on soutient l'envahisseur Rwanda contre la RDC qui donne tout à ces gens-là, aux Occidentaux. Et on blâme la Russie qui se défend contre l'attaque de l'Ukraine. On accuse la Russie comme si c'était la Russie l'envahisseur. Vous avez vu, dernièrement, quand le président burkinabé a échappé à un coup d'État, les jeunes de tous les pays, incluant les pays européens et africains, ont porté leur soutien des manifestations, des marches pour soutenir Ibrahim Traoré. Pendant que ça fait 30 ans que la RDC croupit sous cette misère lui apportée de l'extérieur, cette tuerie de 15 millions de Congolais par touchement du Rwanda, on n'a même jamais eu un seul chef d'État africain, pas un seul, qui a condamné ça. Il n'y a que le jeune Traoré qui a condamné un peu, dernièrement. Le seul jeune Traoré. Mais les 30 ans passés, personne n'en a parlé. Le Rwanda était confiné à Bunagana par les forces congolaises qui les avaient vraiment contenues là-bas. Quand les forces EAC sont venues pour prétendre aider la RDC, non seulement Bunagana est parti, Kanyabayonga est parti et le reste. Mais on les a encore contenus loin de Goma. Sadek arrive, dès que Sadek arrive, Goma tombe, Bukavu tombe, Sadek quitte la RDC en convoi par le Rwanda. Les États-Unis arrivent. Et aussi, qu'est-ce qu'ils nous réservent? Prions Dieu. Nous n'avons pas de choix. C'est tout ce qui restait au président Tshisekedi. C'est cette voie-là seulement. Parce que s'il n'avait pas fait cela, le Rwanda ne serait pas seulement à Bukavu et à Goma. Il serait déjà dans Kindu, il serait déjà dans le Loa là-bas, il serait déjà partout là-bas, il serait déjà dans Ituri et partout. Donc, en moyens égaux, les mêmes conditions objectives, si nous pouvons les considérer, le jeune Traoré
est en train de performer d'une manière incomparable par rapport à notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais Tshisekedi peut renverser la vapeur. Il lui suffit seulement de changer juste un peu, de devenir sévère un peu, d'appliquer du sérieux juste un peu, traquer le mal, baisser les salaires de ces députés-là qui sont rendus à 21 000 $ chacun, pendant que le peuple est en train de croupir dans la misère noire, pendant que nous avons 7 millions de déplacés dans le pays et qui n'ont rien à manger, rien à boire et qui n'ont même pas de toit. Le peuple voit ces gens-là. Le peuple entend qu'il y a des détournements d'argent des ministres par les ministres. On voit même que quand quelque chose doit arriver auprès des réfugiés, les réfugiés voient leur aide être subtilisée comme ça par les gens qui doivent faire la distribution. Ils voient ça sur le terrain et rien n'arrive. Tout ça, ça décourage. J'ai vu que le ministre des Transports de la RDC a déclaré illégaux beaucoup de ports maritimes. Et à Idjouy, tous les ports sont déclarés illégaux. Ce n'est pas une mauvaise chose s'ils ne répondent pas aux critères. Les gens ont commencé à grogner tout d'un coup. Ce que je vais dire aux gens, c'est que oui, c'est déclaré illégaux, mais on n'a pas fermé ces ports-là. Ça continue. Tout ce que le gouvernement doit faire maintenant, c'est de les construire. Si vous ne le construisez pas, le peuple ne vous prend pas au sérieux. Vous ne pouvez pas chasser quelqu'un qui va dans la rue si vous ne lui donnez pas d'alternative. La personne vend des oignons dans la rue pour nourrir sa famille, vous venez vous le chasser de là, mais la personne perd sa seule source de revenus. Ça devient de l'irresponsabilité, même si c'était pour dégager la rue. Le responsable va venir trouver la personne, lui donner le moyen de se déplacer de là et aller vendre ça ailleurs. Si la personne ne peut pas vendre ailleurs, on lui donne du manque à gagner. Donc, on va le dédommager pour le fait de ne plus le laisser vendre ses oignons dans la rue. Et là, on montre qu'on a du sérieux dans tout ça. Mais nous, c'est des décisions qui viennent de nulle part. Les routes, on les construit en désordre. Regardez comment la route Elenguessa, que le président a inaugurée il n'y a pas longtemps, est déjà en décrépitude. Il n'y a pas longtemps qu'on a construit. C'est une route qui dit vraiment a ressorti de ses cendres comme ça. C'était magnifique. Mais quand ça a été construit, les normes n'étaient pas respectées. Pourquoi? Parce que les gens volaient et les matériaux de construction, détournaient les fonds. Alors, ils ont fait ça de manière fantaisiste. À l'extérieur, ça paraissait beau, ça a été inauguré, et quelques temps après, Dame Nature a fait son travail, la pluie est passée, tout s'est cassé. Les jeunes gens jouent dans la rue, ça se casse. Les enfants sont athlétiques, ils marchent sur les roches qui sont tout autour de la route, tout retombe par terre. Et pourtant, si c'était solidement construit, ici vous pouvez voir une route qui prend 1 an, 2 ans à se faire ici, et cette route-là va faire un minimum de 25 ans sans qu'on ne vienne même toucher parce qu'elle est solide. Chez nous, c'est après 3 mois que tout tombe en morceaux. Mais va regarder la quantité d'argent qui est sortie. Les Burkinabés, s'ils ont réussi à chasser les terroristes, parce que leur armée est composée de Burkinabés seulement.
Nous, notre armée n'est pas composée des Congolais seulement. Au lieu de prendre ces étrangers-là qu'on nous a imposés dans notre armée, qu'on est venu inciter, les sortir. L'armée, c'est un corps spécial. Vous ne pouvez pas accommoder les sensibilités des gens, les caprices des gens avec l'armée. Vous voyez que non, ces gens n'ont pas leur place dans l'armée congolaise. Vous venez, vous les sortez de là. Qu'on grogne pas, vous les sortez tout simplement. Vous rendez le corps, l'armée comme un corps. C'est presque qu'on dit toujours que l'armée c'est un corps. Un corps, tous les morceaux doivent être ensemble pour que la personne soit vivante. Mais vous amenez, moi je suis un humain, le bras que vous m'apportez c'est le bras d'un singe, l'oreille que vous m'apportez c'est l'oreille je sais pas, d'un crocodile. Ça ne fonctionne pas. Tout doit être d'humain, de cet humain-là, tel qu'il était à sa naissance, pour que ça fonctionne. Espérons que Tshisekedi va y aller vite, parce que les Américains vont venir, ça ne va pas aller, ils vont s'imposer et nous n'aurons que nos yeux à pleurer. Et puis, quand ils auront fait ce qu'ils doivent faire, ils vont s'en aller. Car s'ils avaient l'intention de rester au Congo, ils allaient apporter leur armée, ils feraient de notre pays aussi une colonie. Comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une colonie américaine. Ils ont leurs armées là-bas et ils soutiennent l'économie. Les gars, l'Allemagne, c'est la première économie européenne. Ça l'était bien avant la guerre de l'Ukraine. Maintenant, c'est la Russie qui est la première puissance économique de l'Europe. Prenons le Japon. C'est une colonie américaine. Regardez l'économie du Japon et la sécurité du Japon par rapport aux autres pays. La Corée du Sud, c'est une colonie américaine aussi. Comparez-la à d'autres pays qui sont autour. Comparez-la à la Corée du Nord. Si vous venez seulement en Afrique, vous allez au Kenya, où ils n'ont pas fait du Kenya une colonie, mais juste un pays satellite pour leur influence en Afrique. Vous allez au Kenya, mais ça vous étonne combien c'est bien fait, le pays. Quand vous allez, quel autre pays qui est... Bon, regardez les Philippines. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps qu'on fait partie l'ancien président Duterte. Duterte qui était un peu pro-russe, on l'a fait partir, on a mis l'autre, Santos. Dès qu'on l'a mis, l'économie du pays est montée. Parce que les Américains reviennent en force. Partout les Américains vont, le pays doit se développer. Quand le pays ne se développe pas vraiment là où les Américains se trouvent, c'est la faute à ce pays-là. Et c'est que aussi les Américains ne veulent pas rester dans ce pays. Ils sont de passage seulement. Ils s'en foutent de ce qui s'y passe. L'Arabie Saoudite, même si c'est un royaume, mais c'est une colonie américaine. Allez comparer ça à d'autres pays. Top notch. Le Qatar, c'est un pays satellite, un pays, comment je peux dire, un proxy des Américains. Allez regarder le Qatar. Un petit pays comme ça, ultra riche, ultra puissant. Le Rwanda a court-circuité l'Angola parce qu'il s'en foutait, il savait que l'Angola ne ferait rien. Le Rwanda, ça va au Qatar. Pourquoi? Parce que le Qatar reçoit les minéraux qui viennent du Rwanda. Le Qatar a investi au Rwanda. Le Qatar est ami aux États-Unis. Le Rwanda va là-bas. Même comme le Congo avait déjà parlé avec les États-Unis, qu'il a offert aux États-Unis, ce que les États-Unis ne peuvent pas refuser. Alors, le Qatar est allé voir les États-Unis pour leur dire, voici, le Rwanda vient me trouver, mais moi j'ai des intérêts au Rwanda. Et les Américains ont dit, ok, pas de problème, nous allons arranger ça. Alors on a vu le Qatar aller comme pour aller amener le dossier Congo-Rwanda aux États-Unis. Et pourtant, il était parti là-bas juste pour le Rwanda.
n'eût été le fait que Tshisekedi est allé finalement voir les Américains et leur tout donner, supplier quasiment. C'est toi qui viens donner, mais tu dois supplier encore. On n'avait pas de choix. Et nous sommes chanceux qu'ils aient accepté dans ces termes-là. Ils pouvaient refuser et tout prendre pareil. Parce que nous sommes sans personnalité. Alors, si vous voulez comprendre, vous pouvez ajouter tant d'autres choses pour comparer Ibrahim Traoré à Félix Antoine Tshisekedi. Les deux ne sont pas de corrompus. Les deux ne détournent pas. Mais il y en a un qui est sérieux, qui est dur, qui est farouche, et tout fonctionne, on le respecte, et tout le monde veut l'avoir, tous les puissants veulent l'avoir de son côté, pendant que lui, il n'est pas puissant. Juste le sérieux. Vous avez vu le président de Salvador, Bukele. Bukele, juste parce qu'il est dur dans son pays, il est fort, il a frappé les criminels, il les a tous mis sur le tout droit. Trump l'a accueilli à la Maison Blanche et Trump en fait un ami. Trump lui donne tout ce dont il a besoin. Et pourtant, lui, il donne rien. Rien, absolument rien. Il a juste accepté que les criminels qui font les gangs des rues là dans les États-Unis, le MS-13, Marshall 13, si vous voulez, il les a acceptés parce que ces gens-là sont originaires de son pays, le Salvador. Il a dit, amenez-le-moi ici, je vais le coffrer. Trump lui donne tout, Trump le reçoit à grande pompe. Nous donnons tout aux États-Unis. Vous comprenez? Le respect qu'on porte à une personne, qu'on porte à un pays, ce n'est pas par ce que le pays a, mais c'est ce que le pays projette. Ce que le dirigeant projette. Continuez la comparaison. Écrivez dans les commentaires et dites-moi tout ce que je n'ai pas pu mettre là, car je ne peux pas tout mettre. Ce n'est pas exhaustif, ce que j'ai dit. Vous pouvez en ajouter comme vous voulez. Et cela ne fait pas de moi moins supporter de Tshisekedi. Je le supporte. Je supporte ses actions. C'est pour ça que je parle en ces termes. Car ce n'est pas la première fois que je dis qu'il faut qu'il sorte des dents, qu'il soit dur, qu'il soit sérieux. Mais maintenant, nous sommes en train de nous faire manger le pion, l'herbe sous le pied. J'espère. Il faut qu'il soit violent. Il faut qu'il soit violent pour que ça fonctionne. Merci d'avoir été là. Soyez les bienvenus. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Au revoir.